Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo lecture et au programme du jour, je vais te présenter 5 ouvrages. Il y a du contemporain, de la littérature du XXe siècle, du XIXe siècle et également un ouvrage d'anticipation. Je te présente d'abord Ida ou le délire qui a été écrit par Hélène Bessette. C'est une écrivaine française du XXe siècle, elle est née en 1918 et elle est décédée en 2000. Ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que elle a écrit chez Gallimard entre 1953 et 1973 et c'est son dernier roman qui a été publié en 1973 et j'avais été un peu creusée et la raison, c'est que Gallimard a refusé de publier ses textes. Et comme elle était liée par contrat avec eux, eh ben elle n'a plus pu publier ailleurs. Donc voilà, je trouvais que l'anecdote était assez particulière. Cette première lecture, déjà, c'était une très très bonne lecture. Franchement, j'ai beaucoup aimé faire la découverte de cette autrice d'abord, et puis de cette histoire et de cette écriture, parce que c'est vraiment un roman entre la poésie et le roman, donc on dit d'ailleurs qu'elle a été considérée comme une pionnière du roman poétique, et je connaissais pas cette appellation, et en fait après avoir lu Ida ou le délire, ben je comprends comment on peut qualifier un ouvrage de roman poétique. L'histoire déjà, c'est Ida qui a été renversée par un camion, et tout du long de ce court récit, on se demande si c'est un suicide ou pas, qui est responsable. C'est vraiment un ouvrage qui est sous forme de vers, de petites phrases, je ne sais pas si tu le verras à l'écran, mais donc on est vraiment dans une écriture qui est très très particulière. Il n'y a pas de chapitre, il y a des petits phrasés en vers parfois, en prose aussi, mais c'est disposé en vers. J'ai trouvé que c'était une sorte de litanie qui n'était pas religieuse, mais qui revenait souvent et régulièrement sur les mêmes faits. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sait quoi sur cet événement? Moi, j'ai trouvé que Bessette interroge vraiment la part de responsabilité d'un système dans lequel certains métiers, certaines personnes sont méprisées et réduites à des possessions par les employeurs. Ici, Ida est femme de ménage, intendante chez des particuliers riches. On a la vision de ces employeurs qui trouvaient finalement que la mort d'Ida était plutôt une gêne pour eux. Et puis on a les collègues d'Ida qui pensent une autre chose. Enfin, voilà, c'est assez particulier, c'est une drôle de construction. J'ai trouvé que c'était un petit ouvrage qui était vraiment très interpellant, qui était assez cynique aussi et entêtant de par cette petite litanie, comme je le disais. Je te le conseille vraiment parce que c'est un livre qui reste en tête et qui est intéressant de par sa forme et de par son fond également. Le deuxième livre que je te présente, c'est Vigdis la farouche, qui a été écrit par Sigrid Undset en 1909. Undset est norvégienne, elle est née en 1882 et elle est décédée en 1949. Et Undset a obtenu le prix Nobel en 1928. Ça a été traduit du norvégien par M. Metzger. Il faut savoir que Undset a écrit également Jenny, que j'ai lu et que j'avais vraiment adoré. Je l'ai repris dans les meilleures lectures de 2023. Du coup, j'étais très impatiente de me replonger dans un livre écrit par elle pour voir si c'était un style et un univers, même si c'est un autre univers, mais si c'était vraiment un style qui allait me plaire de livre en livre. Et ça a été le cas aussi. Donc tu vois, on débute bien ce topo lecture parce que c'est un deuxième roman que j'ai beaucoup aimé. On suit l'arrivée de Ljot, qui est un marin islandais, et il arrive dans le village de Vigdis, en Norvège. Vigdis a 15 ans, et tous deux sont attirés l'un par l'autre, mais quoi qu'il arrive, c'est Vigdis qui choisit, parce que c'est une femme indépendante, même si elle est jeune, et qui peut choisir qui elle va épouser. Alors elle accepte au bout d'un petit peu de temps, c'est pas très long, mais très vite elle tombe amoureuse de Ljot et elle accepte de l'épouser, mais elle lui demande un petit peu de réflexion. Et Ljot n'a pas accepté ce temps de réflexion. Du coup, il l'attire dans un bois et il abuse d'elle. Et donc on suit par la suite les résolutions de Vigdis et les choix qu'elle fait par rapport à sa relation avec Ljot.
On y suit les vies de Liot et de Vigdis en parallèle, et on voit comment ils ont évolué. C'était une très très chouette lecture. Je trouve que, alors, chouette évidemment n'est pas le terme parce que c'est pas un petit roman feel good, mais la tragédie qui se joue est vraiment bien décrite. Je trouve que c'est une plume qui est toujours aussi directe et aussi impactante et super épique. On nous raconte une histoire, on est dedans, on a de chouettes personnages qui ont beaucoup de corps et auxquels on croit très très rapidement et avec qui on vibre. On ne lâche pas le livre du tout et c'est en ça que je trouve que c'est très épique, c'est parce que vraiment on ne sait pas le lâcher et cette histoire est suivie du début jusqu'à la fin avec une grande intensité et j'ai adoré évidemment ressentir tout ça en lisant. On a envie de savoir ce qui leur arrive. Et puis, si on aime les grands drames, je disais que c'était pas vraiment chouette au sens premier du terme, ici on est servi. Il leur arrive évidemment beaucoup de choses. Il est ici question d'une thématique qui est assez intense, et cette thématique, c'est vraiment la question de savoir si il est pertinent, si on sait vivre avec le sacrifice de son bonheur pour pouvoir être en lien, en accord avec ses choix et garder son honneur. Donc voilà, j'ai un peu retrouvé les grandes valeurs de certains livres que j'ai adorés pendant mon adolescence, et ici c'est ça aussi. Ce sont des personnages qui restent fidèles à ce qu'ils sont, à ce qu'ils pensent et en ce qu'ils croient, peu importe ce qui leur arrive et envers et contre leur bonheur. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus et de savoir un petit peu quels sont les choix de Vigdis, eh bien, je te le recommande. Alors ici, ce troisième livre, malheureusement, n'a pas été aussi enthousiasmant que les deux premiers. Là, je te présente Les Sources de Marie-Hélène Lafon aux éditions Buchet-Chastel. Marie-Hélène Lafon est une autrice française et elle a écrit Les Sources en 2023. On est sur un ouvrage contemporain. On suit l'intimité de la vie d'un couple et leurs 3 enfants. Le roman est composé de 3 parties. On suit d'abord la mère, on est dans ses pensées, et puis on apprend également qu'elle subit des violences conjugales, donc c'est un récit qui est assez dur. L'écriture est très saccadée parce que j'avais toujours ce sentiment qu'on était dans les pensées de la personne, qu'on suivait le fil de ses souvenirs, les réflexions, et donc on passait vraiment d'une petite bribe à une autre et d'un souvenir ou d'une pensée à une autre. Donc je trouvais que c'était très bien réalisé de ce côté-là. Cette partie était également très introspective et j'ai trouvé qu'elle était bien menée. On nous plongeait bien dans les tourments quotidiens de l'héroïne. Par contre, j'ai trouvé que les 2 autres parties étaient bien en deçà de cette première partie. J'ai trouvé que c'était moins impactant, que c'était moins bien fait, on vibrait moins, en tout cas on était moins touché par les personnages. Je te laisse découvrir qui on suit, mais je trouvais ça vraiment moins bien fait et je trouvais ça surtout moins utile également. Là où la première partie avait tout son sens et puis on est passé à autre chose et ce tournant-là m'a déplu. Donc j'ai moyennement aimé ma lecture à cause de cette différence entre la première partie et les 2 suivantes. Et j'ai moins aimé la fin, ou en tout cas ce qu'on a essayé de nous dire, parce que je trouvais que le message était moins bien développé. On a une fin, un message qui est assez lisible, mais qui n'est pas assez développé à mon sens et qui ne se tient du coup pas suffisamment. Donc c'est en demi-teinte pour moi, mais j'ai entendu de bons échos sur ce livre, donc voilà, à toi de t'en faire ta propre opinion, comme je le dis à chaque fois, mais je trouve ça important de le souligner lorsque je n'apprécie pas un livre, parce que ça ne veut pas dire que si je ne l'apprécie pas, tu ne l'apprécierais pas toi. Voilà, donc je te laisse seul juge. Après cette lecture un petit peu décevante, j'ai enchaîné avec Georges de Perrebrune et Victoire Larouge. C'est aux éditions Hachette Livre et ce roman a été écrit en 1884. Georges de Perrebrune est française aussi, il y a une majorité d'autrices françaises cette fois-ci. Georges de Perrebrune est né en 1841 et est décédé en 1917. Ici, on suit l'histoire désarmante, j'ai trouvé, de Victoire Larouge. C'est une orpheline qui a été recueillie et qui vit dans un hospice.
Elle est vendue assez jeune pour qu'elle puisse aller travailler dans une ferme. Et là, on y suit sa vie qui n'est pas rose. Donc, encore une fois, je ne te propose pas quelque chose de youpla boum. Voilà, il faut être un petit peu armé parce que ce que vit Victoire n'est souhaitable par personne. Victoire, c'est un personnage qui est extrêmement attachant. Elle est très très naïve, elle n'a pas les codes, elle a envie d'être acceptée, elle a envie d'être aimée, et donc elle se donne vraiment corps et âme pour que les gens l'aiment et l'acceptent. Et elle rencontre à chaque fois l'injustice et l'inhumanité des gens, ce qui en fait également un roman social, parce que ce qui lui arrive dépeint vraiment ce qui peut arriver aux jeunes filles de l'époque et les conséquences de certaines choses qui peuvent leur arriver. Ici, c'est une histoire donc dramatique, comme je le disais, très très bien servie par l'écriture. Je trouve que Georges de Perrebrune a un style qui nous immerge aussi directement. On est dans l'histoire, on est avec Victoire, c'est super bien écrit. J'ai adoré ma lecture et je vais essayer de me procurer d'autres ouvrages de Georges de Perrebrune parce que en quelques heures de lecture, on a une belle histoire, un roman social, on a des émotions. Et encore une fois, c'est une lecture qui m'a fait vraiment bien plaisir et que je retiendrai en fait assez longtemps parce que c'était très 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 bien fait. Malheureusement, je termine avec un dernier ouvrage qui m'a également moyennement plu. Ici, c'est le Testament de Jessie Lamb, qui est écrit par Jane Rogers aux éditions Folio SF. C'est un ouvrage qui a été écrit en 2011, l'autrice est américaine et ça a été traduit de l'anglais par Marion Roman, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un livre qui est une anticipation. J'avais envie de changer un petit peu et d'aller un peu dans l'imaginaire. Du coup, j'avais choisi cet ouvrage. Et dans cette anticipation, on y apprend que les femmes enceintes vont attraper, ou en tout cas attrapent un virus qui leur fait développer le SMM, le syndrome de mort maternelle, ce qui engendre la mort de la mère et parfois du fœtus. C'est de nouveau pas très joyeux, je me rends compte que je reste quand même souvent sur des lectures qui sont assez dramatiques ou tragiques. Mais pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que c'est généralement ce qui me plaît parce que ce sont des ouvrages qui souvent sont assez forts et avec des thématiques qui sont assez puissantes et c'est souvent ce que je recherche dans la lecture. Donc ici, les thématiques ne sont pas joyeuses non plus. On retrouve Jessie au début du récit à plus ou moins 16 ans. Elle est enfermée, on apprend qu'elle a été enfermée par quelqu'un et du coup, elle ne sait pas ce qui va lui arriver et elle a envie de laisser une trace derrière elle et de faire comprendre ses différents choix et de faire comprendre les événements qui se sont passés. Et donc, elle nous laisse son testament. Donc c'est bien, si tu as suivi, je fais comme Dora. J'essaie de voir si les auditeurs suivent ce que je dis. Mais bon, en même temps, comme je ne peux pas le prouver, si tu n'as pas suivi, eh bien, tu as quand même le point. Donc dans cette anticipation, il est question d'essais scientifiques puisque ce virus qui arrive, qui tue évidemment les femmes enceintes, ça provoque une diminution de la population. Donc il y a la dimension scientifique puisque c'est un aspect très important dans le roman pour essayer de contrer, de lutter contre cette mortalité. On a des questions qui sont très intéressantes puisque on y parle de l'éthique scientifique et du poids des actions et de savoir si on doit sous prétexte de trouver une solution scientifique, est-ce qu'on peut du coup aller contre l'éthique, contre la nature et faire fi de tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que toute cette réflexion-là et cette thématique était très importante et assez intelligente. L'écriture n'avait rien de spécial, mais elle restait agréable du début jusqu'à la fin, donc vraiment je n'ai rien à redire au style. L'héroïne par contre est un peu jeune, ce qui peut ne pas être un problème, mais ici j'ai ressenti parfois que j'étais en décalage avec elle, du coup je ne me sentais pas toujours connectée avec ses choix, je ne m'identifiais pas en tout cas au personnage principal. Donc pour moi ça a été un petit bémol. Donc je disais que les réflexions qui étaient suscitées là m'avaient intéressée et je trouvais qu'elles étaient très intéressantes.
Par contre, ce qui a péché également pour moi, c'est qu'ici, il y a quand même 350 pages et je trouvais que les thématiques tournaient un petit peu en rond. Ça, c'est ce qui était problématique parce que j'en arrivais à me dire que c'était un peu longuet parfois, ou que j'avais en tout cas compris ce que l'autrice avait envie de nous dire, en tout cas me semblait-il. Donc ça, c'était un petit point négatif aussi. On aurait pu enlever quelques pages à mon sens. En fait, je n'ai pas été convaincue non plus par le choix de Jessie dont je ne peux pas te parler. Je comprends que l'autrice ait fait ce choix-là parce que c'est le message qu'elle veut délivrer ou qu'elle a voulu délivrer. Mais moi, j'ai trouvé que le choix qui était opéré par Jessie n'avait finalement pas de fondement et que la décision ne tenait pas tant que cela et donc ne servait pas le propos. Voilà, donc j'espère avoir été claire ici. Encore une fois, c'est une lecture moyenne. J'en profite aussi pour dire que j'ai un livre addict dans lequel je note chacune de mes lectures et c'est vrai que ça peut te permettre de comprendre un peu mieux comment je note les livres que je lis ou alors ce que je mets derrière certains mots. Parce que, voilà, pour moi, une lecture moyenne, c'est 14-15. C'est pas non plus très très mauvais. Les notes peuvent être assez hautes. Donc voilà. D'ailleurs, si ça t'intéresse, un jour, je peux revenir sur comment est-ce que j'attribue des points. Écoute, j'espère que ce topo t'a plu, qu'il t'a donné envie de découvrir ou de confronter certains avis que j'avais sur ces livres. N'hésite pas à commenter, vraiment, depuis le départ je le dis, mais c'est quelque chose que j'adore et qui ne diminue pas. J'adore lire les petits commentaires que tu me laisses, que ce soit quelques mots ou un commentaire plus élaboré. Je trouve ça génial de pouvoir échanger, d'avoir tes retours, tes suggestions, tes recommandations. Je ne demande qu'à en recevoir davantage, donc lâche-toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.